je vous présente la tribune pour Lutte ouvrière. À ma gauche, Xavier, Marc, et puis à ma droite, pour le NPA, Gaël et Daniela. Donc, pour commencer, je donne la parole à Marc de Lutte ouvrière. Alors, je voudrais commencer par rappeler dans quel esprit nous organisons ce débat qui est un peu un rendez-vous annuel à la fête de Lutte ouvrière. C'est un rendez-vous traditionnel qui se tient. À l'origine, c'était avec la LCR, c'était un débat un peu interne au mouvement trotskiste. Et puis, le NPA aujourd'hui ne se revendique plus du trotskisme, mais un certain nombre de courants, de camarades continuent de s'en revendiquer. Donc, c'est l'organisation avec laquelle nous avons, disons, le plus de proximité politique, qui se manifeste de différentes façons, qui s'est encore manifesté dernièrement parce que le NPA a appelé à voter pour notre liste aux élections européennes. Mais évidemment, l'objectif de ce débat, nous savons très bien que ça ne consiste pas à se convaincre. Nous ne nous convaincrons pas. L'objectif pour nous, à notre avis, essentiel, important, si quelque chose peut en sortir, c'est à chaque fois de faire apparaître le plus clairement possible ce qui nous différencie, ce qui justifie finalement que des politiques, faire apparaître qu'il y a des politiques différentes, ce qui est logique, car en fait l'existence de nos deux organisations, d'une façon différente, n'est pas un accident. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit que je voudrais rajouter aussi autre chose. Nous allons discuter, quant à nous, de la politique du NPA, c'est-à-dire de ce que nous avons lu dans l'Anticapitaliste, de ce que nous avons vu d'un certain nombre d'interventions publiques de certains des porte-paroles, plus ou moins officiels, en tout cas reconnus, du NPA, et évidemment tout en sachant que le NPA est divers, en sachant qu'il y a des tendances différentes et en sachant aussi que justement que les camarades qui sont à la tribune aujourd'hui représentent des tendances minoritaires du NPA, donc évidemment que nous en discuterons aussi, mais cela expliquera quand même que c'est d'abord de la politique du NPA, de ce qui en apparaît officiellement dans sa presse, que nous discuterons. Et c'est d'ailleurs de ça dont je vais commencer à discuter, parce que je voudrais commencer par revenir sur les élections européennes et sur un certain nombre de points qui sont apparus avant, pendant et surtout là après le bilan que nous tirons de cette élection européenne. Alors, d'abord, je voudrais commencer par rappeler, parce que les camarades dans le communiqué qu'ils ont fait au mois de mars, où ils ont pris acte du fait qu'ils ne se présenteraient pas, ils ont expliqué qu'ils avaient engagé une démarche unitaire vis-à-vis de nous, en vue d'une campagne commune, et malheureusement sans succès. Donc en clair, eux ils étaient unitaires, pas nous, et voilà. Donc ça demande une petite explication quand même, de revenir là-dessus, parce que je voudrais rappeler que nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour discuter, entre les camarades de Lutte ouvrière et les camarades du NPA, pour discuter des campagnes respectives que nous voulions mener. Et nous avons abouti au constat que ce n'étaient pas du tout les mêmes campagnes. D'ailleurs, dans leur appel à voter pour nous, les camarades du NPA évoquent comme divergence, ils reviennent donc sur un aspect, et c'est la divergence principale, puisqu'elle est citée en premier, je cite, « Nous portons une critique bien plus forte de l'Union européenne, de ses institutions et de ses traités. » Alors, c'est des formules toujours, c'est souvent comme ça, avec les camarades du NPA, un peu vague, une critique bien plus forte. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, je pense que c'est pas du tout une critique bien plus forte. Nous avons voulu, et nous l'avons fait durant cette campagne, nous avons dénoncé les machines de guerre au service des intérêts des grands groupes capitalistes que sont les institutions européennes, mais au même titre que les institutions des États nationaux. Et nous nous sommes refusés, nous n'avons absolument pas voulu reprendre à notre compte la moindre formulation évoquant la nécessité de la rupture avec les traités européens.
Ce mot-là, on l'a même banni. Parce que nous ne voulions absolument pas reprendre, même d'une façon atténuée ou limitée, des formules qui ont cours dans la gauche souverainiste, ou aussi du côté des Le Pen, Philippot et Asselineau. Ce qui nous semblait important de mettre en avant, ce n'est pas la responsabilité des traités, mais celle de la bourgeoisie et de son système. Une campagne électorale, et c'est ce que nous avons tenté de faire, c'est une occasion pour les révolutionnaires de s'adresser à des millions de travailleurs, en se fixant l'objectif de faire progresser leur conscience de classe. Et en l'occurrence, sur cette question, la conscience que ce ne sont pas les traités, qui ne sont que des morceaux de papier, qui sont responsables de l'aggravation des conditions de vie des travailleurs, mais bien le pouvoir, lui, bien réel, de la bourgeoisie, et la guerre tout aussi réelle qu'elle mène pour ses profits. Et dans une situation de recul, comme nous connaissons aujourd'hui, eh bien, il est essentiel pour des révolutionnaires de se démarquer totalement des courants réactionnaires, souverainistes, etc., qui progressent. Et je vais revenir aussi là-dessus. Alors, nos divergences se sont vues aussi pendant la période de la campagne. Là aussi, c'est une question de formulation, mais c'est pas du tout anodin. Pendant la campagne électorale, les camarades du NPA ont mis en avant l'objectif de dégager Macron. Ça revenait tout le temps dans leur matériel de propagande. Sur l'une des affiches, c'était pour partager les richesses, dégageons Macron et sa politique. Comme si, en passant quand même, le partage des richesses était un objectif des révolutionnaires, comme si c'était possible tant que les capitalistes ont le pouvoir, comme si c'était possible tant que les capitalistes ont la propriété des entreprises sans qu'il y ait aucun contrôle des travailleurs, et puis aussi, comme si cela dépendait du fait que Macron soit président. Alors, dans leur communiqué, dans un communiqué du 13 mai, je cite une autre formulation, Macron, alors c'est sanctionnons Macron dans les urnes et dans la rue, et puis je lis le début, Macron nous explique qu'il veut faire de cette élection un référendum anti-Le Pen, alors que nous rêvons au contraire, d'en faire un référendum anti-Macron. Et à la fin de ce texte, eh bien, il est temps de mettre un coup d'arrêt à cette casse sociale, de dégager Macron et le capitalisme. Tout ça sur le même plan. Alors, ce sont des formules qui sont fausses, et ça c'est au pire, et au mieux, elles entretiennent une confusion totale. Il y a en effet dans les couches populaires, les résultats des élections l'ont d'ailleurs montré, un rejet de Macron qui est important, profond, parmi les travailleurs. Mais nous voulions combattre, et c'est ce que nous avons fait, l'idée que l'élection se réduisait à la seule question de Macron. Que Macron n'est que le représentant actuel de la bourgeoisie, et que sa politique lui est imposée par cette classe, ses exigences et la crise de son système. Pour nous, dans cette campagne électorale, nous avions l'objectif de chercher à faire entendre clairement ces perspectives du renversement du capitalisme, de la nécessité de construire un parti pour le programme, dont ce soit le programme clairement un parti révolutionnaire. Alors, quand les camarades du NPA tirent le bilan de la campagne, ils évoquent dans un article de l'anticapitaliste une séquence électorale calamiteuse et parlent d'un désastre. Et c'est pour conclure, ces élections européennes pourraient s'avérer être une répétition générale de la présidentielle de 2022 avec l'hypothèse du pire. Alors je relève que le calendrier politique, que ses camarades épousent celui des échéances électorales. Exactement comme toutes les organisations de la gauche, du PS au PC, en passant par la France insoumise et tout ce que le pays compte de militants réformistes. Cette façon de voir n'est pas celle, à notre avis, de militants révolutionnaires, car ce qui menace les travailleurs, ça va bien au-delà des élections de 2022. Les menaces que fait peser la crise du capitalisme, les menaces d'une aggravation brutale, des reculs dans tous les domaines, la montée des idées réactionnaires, qui ne se traduit par un vote en faveur de Le Pen, mais pas seulement, qui se traduit par le fait que dans presque tous les partis politiques à gauche, eh bien ce sont les idées de Le Pen que l'on reprend, que la politique que Macron applique, c'est la politique de Le Pen vis-à-vis des immigrés, des migrants en général. Alors tout cela, qui traduit aussi, donc, qu'on rencontre quand on milite, on rencontre toutes ces idées reprises dans la population qu'on doit combattre, eh bien ça traduit la désorientation politique de très nombreux travailleurs, avec qui est la conséquence du discrédit des partis de la gauche qui ont gouverné ces dernières années et trahi les travailleurs. Alors, tout cela, ça promet le pire aux travailleurs, quel que soit le résultat de 2022. Quelle conclusion en tirent les camarades du NPA ?
Je cite, « Urgence anticapitaliste et internationaliste », c'est le titre d'un de leurs articles, « plus que jamais, l'heure est à la construction des résistances, à travailler à leur convergence. Nous avons besoin d'une gauche radicale, indépendante des institutions, anticapitaliste et internationaliste, etc. » Et c'est pour conclure sur votre volonté, les volontés du NPA, d'œuvrer à l'unité de notre camp social, être capable de s'unir pour agir contre le gouvernement. Voilà, j'en aurai un peu fini avec les citations, mais parce que c'est significatif quand même, ça revient tout le temps, cette idée maintenant, aujourd'hui, de l'unité. L'unité de notre camp social, ça revient tout le temps. Alors que recouvrent toutes ces formules? Eh bien, ça recouvre le fait qu'on propose aux travailleurs de reconstruire une vraie gauche de gauche, une gauche de combat, etc. C'est des formules 1000 fois entendues et qui ne servent qu'à préparer le terrain politiquement, en fait, à la reconstruction sous une forme ou sous une autre, d'une nouvelle version de l'union de la gauche. Ça ne peut aboutir qu'à ça. C'est-à-dire à mettre les travailleurs à la remorque derrière des ennemis qui les trahiront à nouveau comme ils les ont trahis dans le passé. Ces collectifs ne peuvent que préparer de nouveaux pièges politiques pour les travailleurs. Puisqu'il faut parler de la tendance diverse des camarades, enfin de la diversité des attitudes des camarades du NPA, je citerai quand même une tribune qui a été publiée dans l'Anticapitaliste quelques jours avant le scrutin, qui était intitulée « Pourquoi nous n'appellerons pas à voter pour Hello aux élections européennes ?» Pour cette tendance du NPA, être associé à Lutte ouvrière, cela obscurcit, là je cite, l'image à la fois radicale, unitaire et ouverte du NPA. Donc dans cette logique qui considère que l'objectif essentiel, c'est de construire l'unité avec la gauche dite radicale, eh bien cette partie du NPA privilégie les relations avec ceux-là. Et ils estiment qu'à être trop associés à nous, eh bien ça compromet leur chance. C'est ce que Besancenot a déclaré pendant la campagne, et c'est exactement ce qu'il propose au lendemain de cette campagne, d'œuvrer à une unité, union de la gauche, de combat bien sûr, radical bien sûr, mais enfin de qui parle-t-on? On parle de Hamon, on parle de Clémentine Autain, on parle de la France insoumise, on parle de tous ces gens-là. Alors eux, et Besancenot, notamment, qui est un peu celui qui exprime publiquement cette tendance, et qui va le plus loin, donc il pousse jusqu'au bout une logique, mais qui est aussi finalement celle de la direction du NPA. C'est, de ce point de vue-là, exactement la même politique. Alors nous, pour conclure là-dessus, ma première intervention, eh ben notre camp social, puisque ce terme a l'air de revenir très souvent sous la plume des camarades du NPA, notre camp social, on aurait préféré être clair, c'est le camp des travailleurs. L'objectif que des militants communistes révolutionnaires doivent se fixer, eh bien, c'est d'armer politiquement ce camp. Car seule la classe ouvrière, la classe des travailleurs, est capable d'offrir une issue à la société et à toutes les catastrophes que cette organisation sociale nous promet d'une façon certaine, dans tous les domaines. C'est la seule classe révolutionnaire, comme au temps de Marx, on reprend les mêmes idées. Et à la condition, elle est révolutionnaire, je ne reprendrai pas tout le discours l'allocution de Nathalie, mais elle est révolutionnaire, pas forcément tout le temps, pas dans toutes les périodes et à tous les moments, bien sûr, mais il y a des moments où elle peut l'être, c'est les moments où elle rentre sur la scène politique, où elle se mobilise, mais il y a une autre condition, et c'est ce qui motive au fait notre engagement politique en tant que communiste révolutionnaire, c'est qu'il est nécessaire qu'il existe un parti révolutionnaire pour incarner une politique, pour l'aider à se retrouver, cette classe ouvrière, quand elle combat avec des militants qui lui permettent de se repérer, d'intervenir en défendant ses intérêts de classe. Alors nous savons que nous sommes aujourd'hui minoritaires, très minoritaires. Il ne peut pas en être autrement dans une période de recul politique où la grande masse des travailleurs ne se mobilise pas. Nous savions, avant même de commencer cette campagne, le type de résultat que nous avions, parce qu'il ne peut pas en être autrement, encore une fois, dans une période où les travailleurs ne se battent pas, ne se mobilisent pas, ne sont pas sur le terrain de la lutte sociale massivement, et nous savions aussi ce que nous représentons. Nous avons une image du rapport de force quand même. Mais nous ne jugeons pas que cette campagne, nous ne la jugeons pas seulement sur ses résultats, ni sur les nôtres. Nous la jugeons sur le fait que nous nous sommes adressés pendant plusieurs mois aux travailleurs, que nous avons milité, que nous avons mis en avant le programme des perspectives communistes, que nous avons planté un drapeau, que nous avons fait entendre et que nous avons fait
connaître dans la mesure de nos forces, notre programme et nos perspectives. Ça, c'était ce que nous pouvions faire et nous avons tenté de le faire. Nous avons voulu utiliser cette campagne dans la perspective qui est la nôtre tout le reste de l'année, en utilisant cette occasion de nous adresser le plus largement possible aux travailleurs. Et cette perspective, eh bien, c'est celle qui consiste, encore une fois, à reconstruire, non pas notre camp social, mais le mouvement ouvrier révolutionnaire, parmi les travailleurs, et en implantant, eh bien, le programme des idées communistes révolutionnaires. On a besoin de ce parti dans l'avenir qui soit un outil pour renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Ça, nous pouvions le faire, nous avons tenté de le faire, et c'est ce qui nous semble indispensable de continuer à le faire dans la période qui vient. Bonjour à toutes et à tous les camarades. Moi, je voudrais d'abord et avant tout remercier les camarades de Lutte ouvrière pour leur invitation, pour ce débat qui est certes devenu un débat traditionnel, comme expliquait Marc, mais qui a lieu tout de même cette année dans un contexte un petit peu particulier, qui est celui d'une séquence sociale très intense, très agitée, plus de 6 mois du mouvement des Gilets jaunes, et c'est pour ça qu'il nous semble un petit peu paradoxal que tout en nous, d'électoralistes et les camarades de Lutte ouvrière prennent la totalité de leur introduction pour parler des élections européennes et que la seule mention qu'ils font aux luttes, c'est qu'à ce moment les travailleurs ne luttent pas, que les travailleurs ne se battent pas. Nous avons l'impression que la réalité, elle est un petit peu différente de ça, et c'est surtout et d'abord de la lutte de classe, du mouvement des Gilets jaunes et de ses liens avec le mouvement ouvrier que nous voulons discuter, même si nous arriverons aussi après à la discussion sur les élections européennes. Et à peine une année après l'élection de Macron, nous avons d'ores et déjà commencé à voir que la machine macronienne, le rouleau compresseur qui apparaissait comme Jupiter invincible, a commencé à montrer des premiers signes d'affaiblissement. Tout d'abord au moment de la bataille du rail, de la lutte des cheminots, mais aussi de la lutte du mouvement étudiant, où même si ces batailles-là, elles ont été perdues, elles n'ont pas du tout été un écrasement qui était celui que Macron s'attendait. Après ça, il y a eu la crise Benalla qui a traversé l'été, et tout d'un coup, on voyait que la situation avait changé et qu'il y avait des brèches dans la situation pour que la colère des travailleurs, ces travailleurs qui dans leur majorité étaient d'ores et déjà hostiles à Macron, puissent s'exprimer. Et si cette colère-là, elle ne s'est pas exprimée d'abord et avant tout dans le mouvement ouvrier, nous ne pensons pas, comme le disent un peu trop souvent les camarades de Lutte ouvrière, que c'est parce que les travailleurs ne veulent pas se battre, parce que les travailleurs ne se battent pas, parce que les travailleurs ne veulent pas lutter, etc., etc., mais c'est aussi à cause de la politique des directions syndicales. Des directions syndicales qui ont maintenu tout au long de la première phase du gouvernement de Macron une politique de dialogue social, même lorsque Macron leur crachait dans la gueule et disait qu'il ne voulait pas discuter avec eux. Des directions syndicales qui ont mené les travailleurs dans le mur, avec des stratégies perdantes pour les grèves, comme ça a été le cas de cette immense opération de dilapidation de la force de frappe des travailleurs, qui a été la grève perlée dans le conflit de la SNCF. Et c'est face à cette absence de riposte du mouvement ouvrier que c'est les Gilets jaunes, ce mouvement spontané, hétérogène, hétéroclite, qui a saisi la brèche ouverte par la crise au sein du gouvernement Macron. Ce mouvement, il a comme démarré sous des formes qui étaient néanmoins tout sauf classiques. Un mouvement qui réclame d'abord et avant tout une question liée aux taxes, donc l'annulation de l'augmentation des taxes sur le carburant, un mouvement très spontané qui s'organisait sur les réseaux sociaux. Et néanmoins, ce mouvement, il a d'ores et déjà réussi à faire ce que le mouvement ouvrier dirigé par les Martinez et compagnie n'ont pas réussi à faire pendant les derniers mois, voire les dernières années. C'est-à-dire il a réussi à imposer un recul dans les attaques du gouvernement et du patronat. Le gouvernement, il a été obligé de reculer sur l'augmentation des taxes, il a été obligé de reculer sur l'augmentation de la CSG pour les retraités et pour les retraités les plus modestes. Tout ceci, c'est bien évidemment des acquis très très partiels, mais ça montre la force quand même que ce mouvement a exprimé. Qui aurait cru, si on pense il y a encore 6 mois ou il y a encore 1 an, que Macron, le Jupiter invincible, allait se retrouver quelques mois après
banquérisé à l'Élysée avec un hélicoptère qui l'attendait pour prendre la fuite au cas où l'Élysée était envahi par les Gilets jaunes. Qui aurait cru que dans un pays où depuis des années une partie de la gauche nous vend l'histoire le défaitisme du mouvement ouvrier, que le mouvement ouvrier est mort, que le mouvement ouvrier ne veut plus se battre, que l'histoire est finie, qu'on allait avoir cette espèce de retour d'un spectre de la révolution, que la bourgeoisie allait avoir peur à nouveau, comme le dit un article en fait, du Monde diplomatique, donc pas du journal du NPA, ni du journal de lutte ouvrière, ni encore en fait de Révolution permanente, qui explique que la bourgeoisie, face au mouvement des Gilets jaunes, a expérimenté une peur. Pas la peur de perdre un scrutin, pas la peur d'échouer à réformer ou de devoir fondre ses actifs en bourse, plutôt celle de l'insurrection, de la révolte, de la destitution. Depuis plus d'un demi-siècle, les élites françaises n'avaient pas éprouvé pareil sentiment. Donc la première chose que moi j'ai envie de dire dans ce débat, c'est que quelles que soient les limites du mouvement des Gilets jaunes, quelles que soient les contradictions de ce mouvement, quelles que soient les limites de son programme, il a d'ores et déjà eu un énorme mérite, c'est d'avoir fait pendant l'espace au moins de quelques semaines que la peur change de camp dans ce pays. Et pourtant, comme je disais, les formes de ce mouvement n'étaient pas du tout celles auxquelles on était habitué. Et ces formes étranges ont confondu tout le monde dans ce pays, pas seulement y compris à gauche. Il suffit de regarder tous les membres de l'extrême droite, les journalistes des grands médias, les personnages les plus réactionnaires de ce pays, qui sont empressés d'enfiler un gilet jaune en croyant qu'il s'agissait d'un simple ras-le-bol fiscal. Très très vite, ils ont dû se délimiter d'un mouvement en fait qui a progressé en radicalité, qui commençait à s'attaquer au gouvernement de Macron et aux privilèges en fait de la caste politique et d'une partie des riches et des classes dominantes de ce pays. Mais à gauche aussi, le mouvement en fait, il a suscité un certain nombre de doutes. Hier, il y a eu un forum à la Cité politique où le camarade de lutte ouvrière Jean-Pierre Mercier expliquait en discutant avec les positions du NPA et en sortant un dessin que soi-disant on aurait publié dans l'anticapitaliste en fait courant le mois de novembre, que le NPA avait été hostile au mouvement des Gilets jaunes à ses débuts et qu'il avait expliqué que le mouvement des Gilets jaunes en fait était un mouvement d'extrême droite et fasciste. Non, ce n'est pas vrai, le NPA ne l'a jamais dit, mais ce n'est pas de ça que je veux discuter. Ce que je veux discuter, c'est qu'en fait, nous avions toutes les raisons pour avoir une certaine forme de méfiance vis-à-vis de ce mouvement. À cette époque-là où les camarades de lutte ouvrière discutaient qu'il s'agissait d'un mouvement populaire et qu'ils l'avaient vu avant nous, etc., moi je me souviens d'avoir suivi sur les réseaux sociaux un débat, une discussion, un échange entre un militant de Hello et un militant du NPA, où le camarade de Hello prenait l'exemple de la révolution de 1905. Il disait, regardez les camarades, la révolution de 1905, elle aussi a commencé sur des mots d'ordre confus. Elle aussi a commencé derrière des personnages étranges comme pouvait être le Pope Gapone. Et moi, si on peut faire un reproche aux camarades de lutte ouvrière, je pense en fait que c'est d'une part d'avoir pris cette position un peu trop vite, mais de ne pas avoir été conséquent par rapport à la suite, mais aussi de ne pas avoir éprouvé une certaine forme de méfiance. Et à ce titre, moi je voudrais vous lire une petite citation d'une référence qui nous est commune, celle du camarade Lénine, sur l'attitude des révolutionnaires vis-à-vis des premiers épisodes de la révolution de 1905 et du Pope Gapone. Lénine disait « On comprend bien pourquoi les sociodémocrates de Saint-Pétersbourg ont gardé une attitude méfiante vis-à-vis de Gapone. Cela n'aurait pas pu être autrement. Un homme qui s'habillait en soutane ecclésiastique, croyait en Dieu et avait travaillé pour la police secrète, devait forcément inspirer de la méfiance. » Selon Lénine, donc, le fait de savoir si la démarche était sincère ou non, les seuls qui pouvaient l'attester étaient les faits historiques. Au fur et à mesure de leur développement, les faits et seulement les faits. Fin de citation. Il était donc à notre sens tout à fait légitime d'avoir une forme de méfiance ou de doute vis-à-vis d'un mouvement qui avait des porte-paroles comme Franck Buller, qui était plébiscité par Dupont-Aignan et par tous les grands médias qui souvent en fait défendent les intérêts du capital. La politique des révolutionnaires doit donc être mesurée, non pas par rapport à l'avant 17 novembre,
mais par rapport à ce qui s'est passé après, une fois que le mouvement des Gilets jaunes était dans la rue, il avait montré aux yeux de tous son caractère populaire et radical. Et en ce sens, ce que nous pouvons reprocher aux camarades de lutte ouvrière, c'est que tout en ayant été plus perspicaces que nous visiblement pour comprendre le caractère populaire de ce mouvement, ils aient pris le soin tout au long de ces 6 mois qui nous séparent en fait du début du mouvement, de se mettre en position d'extériorité vis-à-vis de celui-ci. Ils argumentaient pour cela le fait que c'était un mouvement hétérogène. Ils disaient l'ONPA veut faire converger les colères. Nous voulons les séparer. Nous voulons séparer la colère des travailleurs qui sont dans le mouvement des Gilets jaunes de celle des petits patrons. Sous prétexte que le mouvement n'était pas dans les grandes concentrations ouvrières, et ça c'est quelque chose que nous pouvons en fait regretter les uns et les autres, d'avoir gardé une forme d'extériorité vis-à-vis du mouvement. Mais il y a en fait une autre question qui nous semble très importante, c'est que nous ne pouvons pas, il nous semble en fait, dédouaner les directions syndicales, et en particulier celle de la CGT, par les difficultés qu'il y a eu dans les possibilités de convergence entre le mouvement des Gilets jaunes et en fait le mouvement ouvrier organisé. La CGT a été au contraire un obstacle conscient à toute jonction possible entre le mouvement ouvrier et le mouvement des Gilets jaunes. Et à partir de là, il y avait un certain nombre en fait de politiques concrètes, de choix concrets, des faits, dirait Lénine, avec lesquels on peut discuter. Le premier, ça arrive très tôt, dès le 1er décembre. La CGT appelle à une journée de manifestation. Les camarades de lutte ouvrière appellent à la rejoindre en disant enfin les camarades de la CGT qui jusqu'ici ne faisaient rien sur le mouvement des Gilets jaunes, ils appellent à une manifestation et le seul reproche qu'ils ont à faire c'est que ce soit une manifestation sans lendemain. Le problème les camarades c'est qu'au-delà de lendemain ou pas, cette journée de manifestation était une vaste opération de division. Le même jour où il y avait un hélicoptère à l'Élysée entouré par les Gilets jaunes, la CGT appelait à manifester dans l'autre coin de Paris. Et pour montrer à quel point cette manœuvre de division n'était pas en fait un fait du hasard, 5 jours après, seulement, le 6 décembre, il sortait avec toutes les autres directions syndicales réformistes, y compris celle de la CFDT, un communiqué qui disait « Le dialogue et l'écoute doivent retrouver leur place dans notre pays. C'est pourquoi nos organisations dénoncent toute forme de violence dans l'expression des revendications. La CFDT, la CGT, etc., appellent le gouvernement à garantir enfin de réelles négociations. C'est-à-dire, ils tapaient sur le mouvement des Gilets jaunes, ils les accusaient d'être violents et ils se proposaient pour aller négocier avec le gouvernement sur le dos des Gilets jaunes. Telle était la politique de la CGT vis-à-vis de ce mouvement. Bien entendu, les camarades, les militants de lutte ouvrière ne sont pas la direction de la CGT, ne sont pas Martinez. Mais de nombreux camarades de lutte ouvrière militent dans des structures de la CGT. Parfois en ont des responsabilités. Et moi, tout au long du mouvement des Gilets jaunes, je n'ai vu aucune déclaration dans les grands médias où les camarades de lutte ouvrière se délimitent de la politique de Martinez. Je n'ai vu aucune motion dans des syndicats CGT animés par les camarades de lutte ouvrière qui critiquent la position de la CGT. Quel a été le texte proposé par les camarades de la CGT de lutte ouvrière au congrès de la CGT qui a eu lieu en plein milieu de cette séquence politique et où ce débat a existé parce qu'il y a un débat réel qui traverse cette organisation syndicale. Nous, de notre côté, les camarades, en toute modestie, nous avons essayé de faire un certain nombre de choses pour aller dans le sens de faire en sorte que le mouvement des Gilets jaunes pénètre dans les entreprises qui convergent avec des secteurs du mouvement ouvrier. Dès le 24 novembre, une délégation de cheminots de l'Intergare, animée par les camarades du NPA, s'est rendue sur les Champs-Élysées, habillés dans leur gilet qui n'était pas jaune pour le coup, mais était orange, leur gilet de la SNCF, pour témoigner de leur solidarité vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Une semaine après, donc le même fatidique 1er décembre, nous étions très très nombreux cette fois-ci, bien plus que des cheminots, des syndicalistes de différents secteurs, des jeunes, des militants des quartiers populaires amenés par le comité Adama, à constituer un pôle qui s'est appelé après le pôle Saint-Lazare, qui était le pôle de tous ceux qui, dans les mouvements sociaux, dans le mouvement syndical, dans la jeunesse et dans les quartiers, se sentaient solidaires du mouvement des Gilets jaunes et appelaient à la convergence avec celui-ci.
Ce pôle, il a réussi à regrouper à un moment donné les camarades des cortèges de jusqu'à 100 000 personnes dans les manifestations parisiennes. Il a organisé des assemblées générales qui ont réuni jusqu'à 700 personnes, dont des gilets jaunes et des militants de plein de secteurs, pour discuter de perspectives communes. Nous avons aussi maintenu tout au long du mouvement des cortèges du NPA dans les manifestations des gilets jaunes, ce qui nous a valu des attaques physiques de groupuscules fascisants. Nous avons aussi une politique de discussion avec les directions syndicales, d'interpellation et de dénonciation de leur attitude. Nous avons participé à l'élaboration d'une tribune de syndicalistes de plusieurs organisations contre l'attitude des directions syndicales et aussi d'une pétition interne à la CGT contre la politique de Martinez. Dernière chose, nos camarades de Toulouse, à partir de l'AG des Gilets jaunes, ont organisé une rencontre avec des militants syndicaux à la Bourse du Travail pour discuter entre syndicalistes et Gilets jaunes de perspectives communes pour faire plier Macron et faire avancer le mouvement. Et contrairement à ce que disent les camarades de Lutte ouvrière, pour faire ça, il n'y avait pas besoin de déserter le terrain des entreprises, les camarades. Mon camarade Gaël, qui est à mes côtés et qui est depuis 14 mois avec ses collègues postiers en grève, est bien placé pour le dire. Mon camarade Eric de la SNCF, gilet jaune et cheminot réprimé, pour lequel il y a eu un rassemblement avec 500 personnes, Jean-Pierre Mercier est venu prendre la parole il y a quelques jours, aujourd'hui menacé de licenciement par la boîte, est lui aussi très bien placé pour le dire. Il était possible de faire à la fois, de tenir les deux bouts, de se battre dans nos entreprises, d'essayer de faire en sorte que cette colère jeune pénètre dans les lieux de travail, dans les grandes concentrations ouvrières, tout en ayant une politique ouverte et déterminée et pas en extériorité du mouvement des Gilets jaunes. Nous ne voulons bien entendu, les camarades, donner de leçons à personne. Tout ce que nous avons essayé de faire est très limité et les résultats en fait en sont aussi. Mais il nous semble que si ce mouvement en fait est très contradictoire et les élections, le résultat des élections européennes en atteste en partie, c'est pour ça aussi que ça vaut le coup d'en discuter sérieusement entre nous et pas sur la forme de caricature. Pour ce qui est des européennes, au-delà des quelques désaccords en fait que nous pouvons avoir, nous ne pouvons que regretter que les camarades de Lutte ouvrière aient refusé notre proposition de liste commune qui aurait peut-être permis à l'extrême gauche d'être un poil plus audible et peut-être, pour faire une petite blague, d'avoir fait plus de voix ensemble que le parti animaliste. Ça aurait été pas mal. Nous regrettons également que le seul dialogue que les camarades de Lutte ouvrière, par le biais de leur liste, aient trouvé avec le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui depuis 6 mois polarise la situation dans le pays, qui a été un vecteur de politisation et de radicalisation pour des centaines de milliers de travailleurs, un mouvement dans lequel des travailleurs ont laissé des yeux, des mains, etc., que la seule chose que les camarades trouvent à dire, c'est qu'ils ne sont pas Gilets jaunes parce qu'ils sont communistes révolutionnaires, comme s'il y avait une contradiction entre les deux. Ne nous a pas empêché, les camarades, d'appeler à voter, y compris contre une partie de notre organisation, comme rappelle Marc, pour vous aux élections. Parce qu'au-delà de nos désaccords, nous savons faire la différence entre une organisation qui se réclame de la révolution, de la classe ouvrière et de l'internationalisme et les forces de la gauche institutionnelle. Et sur le débat actuel, on va y revenir après, il faudrait discuter un peu moins avec les déclarations d'Olivier Besançon et un peu plus avec les textes adoptés par la direction du NPA, on y reviendra. Mais le plus important, les camarades, il est devant nous. Parce que le mouvement des Gilets jaunes n'est certainement qu'un premier épisode dans une situation où les explosions sociales ne manqueront pas et où elles ne seront pas chimiquement pures, elles seront des processus complexes dans lesquels les révolutionnaires seront amenés à intervenir. C'est pourquoi il nous semble que ce débat entre nos deux organisations, plutôt que de faire état une fois de plus de pourquoi nous sommes séparés, devrait être un vrai dialogue pour qu'on puisse alimenter une discussion sincère entre militants révolutionnaires sur la façon de nous préparer pour la suite dans laquelle nous espérons les communistes révolutionnaires auront un rôle majeur à jouer. Alors, donc, Daniela a fait l'essentiel de son intervention sur les Gilets jaunes. Et ça tombe bien, moi je vais lui répondre précisément sur cette question. Mais avant d'aborder
ce que nous on a développé, fait, pensé de ce mouvement des Gilets jaunes, je voudrais quand même rappeler l'évolution de la position du NPA sur ce mouvement. Alors parce que je crois qu'il y a 31 ou 32 actes des Gilets jaunes, le NPA, son évolution, c'est une pièce en 3 actes. Hein. Il y a un premier acte, le dénigrement, deuxième acte, le suivisme, et troisième acte, l'idéalisation. Hein, parce que oui, dans un premier temps, la position du NPA, ça a en effet été de se démarquer de ce mouvement. Alors, il y a effectivement eu un communiqué le 31 octobre dans lequel vous écriviez cette mobilisation, elle est surtout porteuse d'une vieille revendication du patronat routier, hein, ajoutant, tout comme les syndicats CGT et Solidaires, samedi 17 novembre, nous ne mêlerons pas nos colères aux manœuvres des patrons et aux récupérations de l'extrême droite. Alors, et le texte complet, il se trouve, ceux qui veulent aller vérifier, effectivement, dénonce les militants d'extrême droite, soutien immédiat, etc. Et donc, c'est la fachosphère qui relayerait ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre position initiale, celle qui s'est exprimée dans l'anticapitaliste, elle ne se distingue pas beaucoup de celle que vous reprochez aux directions syndicales. Hein. Et en gros, pourquoi ? Parce que le milieu social du NPA était sensible à 2 aspects. C'était pas assez écolo les Gilets jaunes, hein, et c'était en effet pas dans le sillage des militants et du mouvement syndical. Et le dessin qu'a cité Jean-Pierre, c'est vrai, il m'avait particulièrement choqué. Le jaune, c'est salissant, le rouge, ça passe partout. Il était publié dans votre journal. Alors, début du tournant, le 22 novembre, où vous écrivez encore qu'il y a l'extrême droite qui est à la manœuvre, mais vous ajoutez, le 17 novembre, c'est une politique de classe menée par un gouvernement au service des riches qui a été dénoncée. Donc voilà, vous effectivement prenez acte d'un aspect du mouvement des Gilets jaunes, au lendemain du 17 novembre, pas avant, hein, et avant d'en appeler, bien évidemment, à la convergence des luttes. Et c'est ce jour-là qu'il y avait le fameux titre « Fédérer nos colères ». Et puis le troisième acte, c'est l'idéalisation, à la fois en partie ce que Daniela a développé, ou ce que Olivier Besancenot, parce que là, sur ce terrain-là, finalement, vous êtes d'accord d'une tendance à l'autre, qui, lors d'un meeting à Lille, par exemple, a parlé de l'ambiance insurrectionnelle qu'il a vécue à Paris en marchant vers l'Élysée, et en concluant que la révolution ne sera pas loin de ça. Et toute l'intervention d'Olivier Besancenot, c'était finalement pour moquer ceux qui s'en sont défiés et flatter le mouvement des Gilets jaunes sans discuter des différents aspects de celui-ci. Alors, ça fait quand même un peu sourire de rappeler ça, cette évolution-là. Alors, pour notre part, le mouvement des Gilets jaunes, nous ne l'avons ni méprisé à son début, ni idéalisé quand il s'est inscrit dans la durée et dans le paysage politique. Dès le départ, c'était évident que c'était un mouvement populaire avec la participation de nombreux travailleurs, et en particulier des travailleurs qui sont loin des syndicats, loin des grandes entreprises, qui sont dans des petites villes, des femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui n'arrivent pas à s'en sortir, des retraités modestes. Effectivement, c'était ça, largement aussi, le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, dès le départ, y compris avant même le mouvement, la journée elle-même, c'était visible et on l'a exprimé. Et dans beaucoup de villes, nos camarades ont participé aux manifestations. Ils sont allés sur les ronds-points. Je dois même dire qu'on a dû convaincre un certain nombre de camarades que c'était effectivement des choses, en partie notre classe, pas que notre classe, mais qu'en effet, il fallait aller voir, il fallait aller discuter, il fallait aller prendre cette température. Et effectivement, d'ailleurs, sans mettre le gilet jaune, mais en affichant notre appartenance de travailleurs et en mettant des revendications. On a édité d'ailleurs des autocollants pour mettre en avant ce qui, dans ce qui s'exprimait déjà des revendications des Gilets jaunes, était relatif au pouvoir d'achat, à la nécessité d'augmenter les salaires, les pensions, d'indexer le prix du gasoil sur, des salaires, sur celui des gasoils. Ça, c'était dès le départ, dès la première journée. Alors, c'est vrai aussi que ce mouvement, c'est un fait que c'est un événement politique qui a marqué la situation dans le pays. Et il a mis en branle, c'est un des aspects du mouvement des Gilets jaunes, et qui est d'ailleurs
qui conforte les révolutionnaires que nous sommes. Il a mis en branle des personnes, des catégories, des hommes et des femmes qui n'avaient parfois jamais participé à la moindre manifestation et qui étaient éloignés et de la politique et de cette préoccupation-là. Bon, mais ceci étant dit, il faut aussi mesurer les choses et pas simplement faire des envolées. Le mouvement des Gilets jaunes, dans sa phase montante, c'est-à-dire dans le premier trimestre avant Noël, donc avant les fêtes de fin d'année, etc., il a mis en branle 300, 400, 500 000 personnes. Alors c'est beaucoup, oui, c'est un mouvement de masse, c'est un fait. Mais en même temps, comparé avec les millions, voire les dizaines de millions de manifestants en Algérie depuis le 22 février, eh bien, il y a une différence entre les deux. Daniela nous a cité 1905. Bah oui, en 1905, il y a eu en Russie, du mois de janvier jusqu'à au-delà de l'année 1905, des millions de travailleurs qui se sont mis en branle et qui ont fait grève. Bon, qui se sont... Voilà, donc c'est effectivement... il faut être capable de mesurer les choses. Et donc, je vais finir du coup là-dessus, dans ce mouvement, notre politique, en effet, puisque quand il y a un mouvement de masse, même petit, qui met en branle, en effet, d'autres catégories que les travailleurs, eh bien, le boulot des révolutionnaires, là où le boulot des révolutionnaires, il commence, c'est de faire en sorte que les travailleurs, justement, là où ils sont concentrés, là où ils en soient le centre de gravité. Et la bagarre que nous avons menée à notre échelle, eh bien, c'est de militer partout où nous étions dans les entreprises pour que les travailleurs se mettent en bagarre sur leur propre terrain. Et que ce ne soit pas des travailleurs qui, le soir après le boulot, le samedi, enfilent le gilet jaune pour se mélanger à l'ensemble simplement des revendications, mais pour que la classe ouvrière se mette en combat non seulement contre Macron, mais contre les patrons, c'est-à-dire contre ceux qui, effectivement, il faut se battre pour augmenter les salaires et pour augmenter le pouvoir d'achat. C'est ça la bagarre qu'on a menée. Alors si on n'a pas réussi, c'est pas parce que, bon, bien sûr, puisque je dois faire plus court, c'est pas simplement le problème des directions syndicales. Ah oui, belle découverte. Les directions syndicales sont réformistes. Les directions syndicales sont hostiles à tout mouvement qui n'émane pas d'eux, qui part sans eux. Belle découverte. Mais c'est ce qu'ils sont depuis tout le temps. Bon, mais 68 a démarré contre les syndicats. Un véritable mouvement profond. Quand il est profond, il démarre contre les syndicats. Bon, alors, vous glorifié d'avoir fait des appels, et c'est vrai, il y a eu un appel le 30 novembre, alors signé par toutes vos tendances. J'ai trouvé la signature de Gaël, de Philippe Poutou, d'Anas, effectivement, pour faire un appel solennel aux directions syndicales. Bon, eh bien, en effet, c'est pas notre façon de faire, parce que nous ne pensons pas qu'un bouc peut faire du lait, et nous ne pensons pas qu'on puisse peser sur les directions syndicales si les travailleurs, effectivement, eux, ne sont pas déterminés à passer par-dessus. Et le constat, c'est bien que se battre sur les ronds-points, c'est un certain niveau. Se battre contre son patron dans les entreprises, c'est un tout autre niveau auquel les travailleurs, c'est un fait, et nous avons tenté, essayé, n'étaient pas prêts à dépasser. Et être révolutionnaire, c'est essayer, et c'est aussi le mesurer. Moi, je suis un peu halluciné. Je suis un peu halluciné parce que, en fait, en quoi c'est un problème pour une organisation communiste révolutionnaire? En quoi c'est un problème pour une organisation trotskiste qui ait des tendances? C'est quand même une démarque de différenciation avec le stalinisme. En quoi c'est un problème pour une organisation communiste révolutionnaire trotskiste de pouvoir avoir le droit de débattre, de discuter, d'avoir effectivement au fil des années, au fil des situations, des majorités qui peuvent évoluer? Aujourd'hui, camarades, vous discutez avec le NPA. Vous discutez avec le NPA qui a appelé à voter pour Lutte ouvrière. Vous discutez avec le NPA qui a appelé à faire des listes communes aux européennes avec Lutte ouvrière. Vous discutez avec le NPA qui aujourd'hui pose la question de la construction d'un parti révolutionnaire et qui, dans sa dernière direction, à plus de 53%, a adopté quelque chose qui devrait vous interroger, qui devrait vous intéresser, qui est de dire, en aucune façon, nous ne devons tenter de ressusciter feu l'union de la gauche,
ou toute autre combinaison de gauche, même dite radicale, définitivement disqualifiée par les politiques d'austérité, que ses composantes ont mené dans des gouvernements, ensemble ou séparément, contre les classes populaires, s'enliser dans des discussions avec des directions d'appareils réformistes, serait non seulement inutile, mais nuisible. Surtout si ces discussions étaient proposées comme la principale perspective de l'heure face au danger de l'extrême droite. La lutte contre l'extrême droite passe immanquablement par des mobilisations et des victoires sur un terrain de classe. Et c'est de ça dont on veut discuter avec vous, camarades. Mais franchement, combien d'années encore vous allez nous expliquer que le courant dont je suis issu depuis 23 ans, le courant du SU, est un courant qui serait extérieur au mouvement trotskiste? Est-ce que vous pouvez dire cela dans une entreprise, à la poste, chez les cheminots? Mais comment pouvez-vous dire aujourd'hui que des camarades comme Alain Krivine, comme Olivier Besancenot ou Daniel Ben Saïd ont renié leur engagement pour l'émancipation, pour la construction du socialisme, pour la construction d'une autre société? Oui, nous avons des divergences. Oui, nous avons toujours eu des divergences sur comment prendre les discussions sur le terrain de la lutte des classes. Mais c'est pas des extérieurs qui vont nous expliquer comment on intervient dans une boîte. Quand même. Donc, nous on a envie de poser le débat sous l'angle des responsabilités de l'extrême gauche. En 2002, l'extrême gauche faisait près de 3 millions de voix aux élections. On est passé à un peu plus de 170 000. Est-ce qu'avec une augmentation du taux de participation à plus de 4 millions de personnes, près de 4 millions de personnes, est-ce que ça ne nous questionne pas? On serait les seuls qui devraient continuer à discuter comme d'hab? On est communistes révolutionnaires et vous vous êtes intéressés et attardés par la petite bourgeoisie et vous n'allez pas suffisamment dans les luttes. On va faire ça combien de temps? C'est près de 9 millions de pauvres, plus de 6 millions de chômeurs, des lois qui se durcissent, un gouvernement qui met en place aujourd'hui à tous les étages la destruction de nos acquis. Les retraites arrivent bientôt, la fonction publique. C'est de ça dont il faut discuter. On ne serait pas en capacité aujourd'hui, ensemble, de bagarrer ensemble? Moi, j'aurais aimé, sur ces 14 mois de grève à la Poste dans les Hauts-de-Seine, avec aujourd'hui plus d'une vingtaine de centres qui sont en grève au niveau national, j'aurais aimé que l'on discute avec les copains et les copines qui sont dans la Poste, militants de lutte ouvrière, de comment on combat aujourd'hui les suppressions d'emplois. 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. C'est pas de ça qui devrait être à l'ordre du jour de nos discussions après ces élections européennes? Après près de plus de 6 millions de voix si tu additionnes toutes les listes d'extrême droite, on ne devrait pas se poser ces questions-là? Eh bien nous, c'est ces questions-là qu'on veut poser à la discussion. Nos directions, si elles étaient responsables, elles devraient discuter de quoi aujourd'hui? De comment elles regroupent des syndicats. Le lait et le bouc, je le kiffe, ça fait 23 ans, à chaque fois, c'est comme du petit lait pour moi. Franchement, le lait et le bouc, c'est toujours pareil. Mais on est dans les syndicats, pourquoi? Juste parce que c'est un parapluie? Juste parce que ça nous permet de discuter avec les ouvriers et les ouvrières? Ou on y mène une bagarre politique dans les organisations syndicales? Nous sommes pour y mener une bagarre politique, pas juste au travers de nos bulletins, pas juste au travers de cette indépendance qui est essentielle vis-à-vis des directions syndicales, mais on mène une bagarre politique parce que ces directions réformistes qui ont des liens avec le mouvement ouvrier traditionnel a toujours mené dans le mur la classe ouvrière. Et donc oui, c'est pas demander du lait au bouc, c'est juste de mener la bagarre de façon transparente, lucide, pas juste dans nos bulletins, à tous les moments. Et je termine, puisque je suis à 6 minutes, j'ai encore 2 minutes, pour les 5 de Xav, en fait, je veux dire. Ça, c'est la question qui est aujourd'hui pour nous au centre. Pourquoi on ne pourrait pas être capable, d'ici fin juin, de regrouper nos milieux ouvriers qui sont implantés dans la santé? Parce que lorsqu'on voit le résultat, c'est pas juste de dire en 2002 on faisait près de 3 millions et aujourd'hui on est à 170 000. C'est parce qu'on le fait dans une situation qui est pas calme. On le fait dans une situation où on est toujours dans la séquence ouverte contre les mobilisations contre la loi travail en 2016. Il n'y a rien eu.
Il n'y a pas de lutte sociale, il n'y a rien qui se passe à la santé. 255 sites qui sont touchés par des mobilisations, 83 centres d'urgence qui ont été touchés par la grève. Il se passe rien dans l'éducation nationale. On est quand même un peu implanté dans l'éducation nationale quand même, nos deux organisations. C'est pas nouveau de se poser le problème de bloquer le bac le 17 juin. C'est de ça dont il faudrait qu'on discute. Ah non, c'est rien. C'est des broutilles. L'éparpillement des dates. Le 9 mai pour la fonction publique. Le 4 juin les cheminots. Le 6 la santé. Le 24 la sécurité sociale. C'est de ça auquel on devrait jouer. Et ça, il y a effectivement beaucoup de boucs et beaucoup de vendeurs de lait, de boucs, et il faut aujourd'hui leur reprendre et leur lait et leur bouc. Et ça veut dire à un moment donné qu'il faut qu'on se mette dans cette bagarre politique avec les directions syndicales. Regroupons, dans les 20 secondes qui me restent, comme ça Isabelle elle sera contente, j'aurais fait mes 8 minutes, la proposition qu'on vous fait, qu'est-ce que vous en pensez? D'ici fin juin, dans la séquence qui s'ouvre, c'est pas les vacances, ils tapent comme des sourds. Que nos milieux, dans nos boîtes, chez les cheminots, chez les postiers, dans la fonction publique, chez les hospitaliers, qu'on se rencontre, qu'on fasse une réunion ouvrière sur un plan de bataille, sur un plan d'action, et que ça fasse un phénomène d'entraînement. Vous avez des militants et des militantes chevronnés qui jouent un rôle essentiel dans les entreprises. Mais ce rôle essentiel, il faut qu'il serve à bagarrer, il faut qu'il serve à proposer une stratégie, il faut qu'il serve à regrouper. Alors apparemment la musique elle aussi pas les mœurs en tout cas. Donc il faudrait je vais reprendre quand même parce qu'il faut juste rapidement. Est-ce que les tendances du NPA ça nous pose un problème? Aucun problème, c'est votre vie, c'est pas la nôtre. Nous on discute avec qui vient à notre tribune et simplement il y a des camarades qui savent pas forcément qui sont les uns et les autres. On les informe. Est-ce que ça, par rapport à combien d'années vous nous expliquerez, vous nous direz, je sais pas quoi, que tel courant, il est pas trotskiste. Nous, on dit juste une chose, que dit le NPA lui-même, le NPA ne se revendique plus du trotskisme. Point. C'est son choix. Nous l'avons déploré et nous pensons que cette politique mène à une impasse. En tout cas, ce n'est pas notre politique. Voilà, on le signale, mais ceci dit, j'ai commencé mon intervention en disant on discutait avec la LCR, et ben voilà, à la fête, on discute avec le NPA. Donc, ça ne nous empêche pas de discuter ensemble. Mais il y a quand même des problèmes politiques qui se posent, et on les soulève. Alors, par exemple, je vais prendre par la fin de ce que tu viens de... À chaque fois, un peu, à ces débats, c'est souvent comme ça, les camarades... au moins c'est une constante et c'est une caractéristique commune, ils arrivent avec une proposition unitaire. Il faut qu'on se rende compte, qu'on fasse ceci, on fasse cela, ça va tout changer, ça va peser, ça va faire quelque chose, un entraînement, etc. Et là, camarades, je crois que justement on n'est pas sur la même planète, on milite pas de la même façon, on n'a pas la même politique, on sait bien que nous, ensemble, LO, NPA, en mettant tous nos militants ensemble, on change absolument pas le rapport de force, on change pas l'ambiance dans les entreprises, on entraîne, il n'y a pas d'effet d'entraînement, on sait que c'est pas nous qui allons provoquer, qui allons inverser le cours des choses sur ce plan-là et l'état d'esprit général des travailleurs. On le sait que c'est pas nous qui avons déclenché la grève générale et ce n'est pas non plus d'ailleurs notre politique, notre problème. La camarade, Daniela, elle vit sur une planète, là aussi je pense que c'est pas tout à fait la mienne. Quand elle explique que les gilets jaunes c'est le spectre de la révolution, manifestement la révolution, on n'en a pas la même vision. C'est pas ça. Quand elle nous dit que la peur a changé de camp, quand elle nous dit ça à propos de la bourgeoisie, qu'elle ose dire ça, la peur a changé de camp, la bourgeoisie a eu peur, la bourgeoisie a peur, mais pas du tout, camarades. Si on regarde ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, enfin bon, c'est une évidence. Qui, aujourd'hui, de quel côté elle a peur? C'est toujours, malheureusement, du côté de la classe ouvrière. Qui subit la précarité? Qui se prend les coups dans la figure? Les plans de licenciement après les élections, etc. Est-ce que la bourgeoisie a peur? Bon, si on dit des âneries comme ça, on ne peut rien faire. On ne peut pas être crédible vis-à-vis des travailleurs. Alors, la réalité, malheureusement, de la situation, c'est que les travailleurs, pour le moment, la peur est toujours de leur côté, qui subissent toujours. Mais nous savons aussi que ce genre de période, ces genres de périodes prennent fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, il y a toujours eu un moment dans l'histoire
où la classe ouvrière, elle a fait son retour sur la scène politique, elle a fait son retour sur le terrain des luttes, et personne ne l'a vu venir. Pas la bourgeoisie elle-même qui se croyait tout permise, mais pas les révolutionnaires non plus. Ce sont des choses, les explosions sociales, personne ne les prévoit. En ce moment, on discute beaucoup de ce qui se passe en Algérie. On discute, l'année dernière, on a discuté de mai 68, c'était l'anniversaire. Tous ces mouvements-là, qui sont des vrais mouvements sociaux, où il y a des millions de travailleurs qui participent, qui se mettent à faire de la politique, qui font grève sans que les syndicats les y appellent, eh bien ça, c'est des vrais mouvements sociaux, et ça, c'est des mouvements qui explosent sans que les révolutionnaires les aient déclarés. C'est pas de notre ressort de déclencher ce type de mouvement, ça ne l'a jamais été, les bolcheviks eux-mêmes n'en ont pas été capables, et c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une fois qu'il y a ce genre de mobilisation, quelle politique est offerte aux travailleurs? On a l'air, c'est un vieux débat, on a l'air de dire, je veux justement, c'est pas simplement de faire des pôles de radicalité, des pôles Saint-Lazare, des je sais pas quoi. Dans toutes les entreprises, partout où il y a des travailleurs qui se mobilisent, quelle politique leur est proposée? On se pose toujours cette question-là. Alors pour conclure, la camarade dit, il y a eu de la méfiance, il y avait des raisons d'être méfiant. Mais non, c'est pas comme ça qu'on a réagi. Il se passe quelque chose le 17 novembre. Nos camarades dans les entreprises ont commencé à discuter. Ils ont vu qu'il se passait quelque chose. Et là, on s'est demandé concrètement, mais quelle politique? Qu'est-ce qu'il faut dire aux travailleurs? Est-ce qu'il faut dire, on a tort de se battre? Non, on a eu comme politique. Ceux qui se battent, ils ont raison. Mais nous les travailleurs, il faut qu'on se batte sur notre terrain. Il faut qu'on se batte avec notre programme, nos revendications. Finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est quand même à chaque fois la politique que les révolutionnaires doivent avoir. Il y aura des explosions sociales, c'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec Daniela. Des événements comme ça, il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Parce que, et justement de bien plus grandes, bien plus importantes. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper dans les échelles de valeur. Quand on mesure une montagne et l'Himalaya, faut pas se tromper. Donc, eh bien, il y en aura d'autres. Et notre problème à nous, notre démarche à nous, c'est à chaque fois, c'est quelle politique, effectivement, on sera en mesure de proposer. Mais pour ça, il faut aussi avoir des militants et des militants communistes dans les entreprises, des militants dont la perspective, ce soit d'organiser et d'offrir une politique aux travailleurs, et puis pas simplement une politique dans le cadre de ce mouvement, mais pour faire progresser la conscience de classe. Bah oui, nous, on en est toujours là, parce que nous, communistes révolutionnaires, progresser la conscience de classe, en ressortir plus fort, pour être capable de contester le pouvoir à la bourgeoisie, et même de la renverser pour que la peur change vraiment de camp, mais là, pas simplement dans les mots, dans la réalité. Moi, avec Marc, je ne sais pas si on vit sur une autre planète, mais en tout cas, on n'a pas la même appréciation de la situation. Moi, je trouve toujours surprenant de voir en fait comment les camarades de lutte ouvrière trouvent que toujours en fait la bourgeoisie va très bien et les travailleurs vont très mal, quelle que soit la situation. De surestimer les capacités de la bourgeoisie à résoudre toutes ces contradictions et d'à chaque fois expliquer que le problème fondamental, c'est que il n'y a pas la vapeur, on a essayé, mais les travailleurs ne veulent pas. Franchement, les camarades, je pense qu'il faut que vous arrêtiez à un moment donné de projeter votre propre scepticisme sur la classe. Parce que ce n'est pas vrai. Cette conception-là, elle a en fait deux conséquences qui sont toutes les deux très problématiques. La première, c'est qu'elle sert à dédouaner les directions syndicales de leurs responsabilités. Parce que si les travailleurs ne veulent pas lutter, qu'est-ce que Martinez il fait de mal? Il n'y a aucune contradiction entre sa politique et la non-volonté de se battre des travailleurs. Et donc ça explique en partie pourquoi nos camarades qui disent ne pas vouloir demander Julien en bouc, quand même en fait ne se gênent pas de se présenter sur des plateaux de télé en tant que syndicalistes CGT sans se différencier de la politique de Martinez. Et là, le deuxième aspect très pratique, en tout cas et très fonctionnel de cette conception qui revient à dire en fait que la classe ne veut pas lutter, c'est que ça exime les révolutionnaires de toute responsabilité. La seule chose que les révolutionnaires auraient à faire dans la période, c'est la propagande des idées communistes et passer le drapeau du communisme pour les prochaines générations. Franchement, les camarades, nous sommes en désaccord avec ça. Et ça n'a jamais été la conception des militants révolutionnaires. Depuis quand les militants révolutionnaires n'interviennent que dans des mouvements purement prolétariens?
Depuis quand, en fait, les militants révolutionnaires pensent qu'il n'y a que dans les grandes usines qu'on peut faire de la politique? Non, les camarades, ça c'était la politique des économistes russes, des trade unionistes que Lénine a combattu. La conception de Lénine était tout à fait opposée. Elle disait le militant révolutionnaire, ce n'est pas le dirigeant de trade union qui est là à discuter de la situation dans la boîte, etc., etc. Il est celui qui est capable de synthétiser toutes les souffrances dans toutes les couches de la société et d'aller prôner les idées révolutionnaires dans toutes les classes sociales. Et c'est Lénine qui le dit, n'est pas moi. Et donc cette conception ouvriériste, on peut le dire, c'est une conception qui n'est pas léniniste, qui n'est pas révolutionnaire et qui empêche les camarades de lutte ouvrière d'intervenir dans tout un tas, parce qu'il y a une filiation dans cette histoire. Ce n'est pas que le mouvement des Gilets jaunes. Avant les Gilets jaunes, il y a eu Nuit debout. Avant Nuit debout, il y a eu le CPE. Avant le CPE, il y a eu la révolte des banlieues de 2005. Et les camarades de lutte ouvrière, qu'est-ce qu'ils nous ont expliqué à chaque fois? Ce n'était pas des mouvements prolétariens. Ce n'est pas la classe ouvrière et donc on n'avait rien à y faire. Non, les camarades, les révolutionnaires, ils ont beaucoup de choses à y faire, précisément pour que ce soit le programme et les intérêts historiques de la classe ouvrière qui soient capables de regrouper toutes les couches sociales exploitées et opprimées, sans lesquelles il n'y aura pas de véritable révolution. Parce que vous mettez dans votre revue Lutte de classe une citation de Lénine, qui est une citation fabuleuse, précisément en fait sur la révolution de 1905, mais il faudrait la prendre au sérieux. Que dit Lénine? Il dit « Quiconque atteint une révolution sociale pure ne vivra jamais assez longtemps pour l'avoir. Il n'est qu'un révolutionnaire en parole qui ne comprend rien à ce qu'est une véritable révolution. La révolution russe de 1905 a été une révolution démocratique bourgeoise. Elle a consisté en une série de batailles livrées par toutes les classes, groupes et éléments mécontents de la population. Parmi eux, il y avait des masses aux préjugés les plus barbares, luttant pour les objectifs les plus vagues et les plus fantastiques. Il y avait des groupuscules qui recevaient de l'argent japonais. Il y avait des spéculateurs, des aventuriers. Mais objectivement, le mouvement de masse ébranlait le tsarisme. Bien évidemment que nous ne sommes pas encore en fait dans une phase révolutionnaire, mais si même la révolution de 1905, avec les milliers de grévistes, avec la concentration ouvrière qui existait à Saint-Pétersbourg à cette époque, a été, comme l'a décrit Lénine, c'est-à-dire qu'avec la logique de lutte ouvrière de s'adresser qu'aux prolos en bleu de travail dans les usines, ne prépare pas pour les vraies révolutions avec le visage qu'ils vont avoir dans la situation dans notre pays. Les camarades en tirent une conclusion après, où ils disent, en gros, qu'il faut pas penser que la routine d'une organisation communiste révolutionnaire peut remplacer l'enthousiasme et la volonté d'action dans des périodes où la question de la révolution commence à se poser à nouveau. Je pense que les camarades devraient réfléchir à cette affirmation plus longuement, et je dis chiche aux camarades, rompons la routine et commençons à prendre nos affaires en main et à intervenir réellement et arrêter de dire, comme on dit les camarades en fait dans cette même revue Lutte de classe vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, ce n'est évidemment pas nous qui pouvons orienter politiquement ce mouvement, et encore une fois, ce n'est pas du tout notre but. Notre but est de nous adresser politiquement au monde du travail dans ces villes moyennes et d'essayer de faire progresser leur conscience politique. Ce n'est pas du léninisme, ça. Gaël nous a cité le texte de leur dernier CPN du début juin, si j'ai bien compris, en s'étonnant qu'on ne s'appuie pas dessus. Bah oui, on s'appuie pas dessus, et j'ai envie de dire c'est un petit peu du papier, comme les traités constitutionnels, comme les traités européens, parce que pendant qu'il y a les CPN qui se déroulent, eh ben, il y a Olivier Besancenot qui est à la télévision. Pendant qu'on fait ce débat, il a eu 2 heures de temps de parole sur BFM où il a expliqué longuement à des centaines de milliers d'auditeurs que ce qui est urgentissime aujourd'hui, eh bien, c'est de faire une fédération large qui va aller de Benoît Hamon, il a cité Génération, jusqu'au, il a quand même cité Nathalie Arthaud, mais donc avec Clémentine Autain, avec Benoît Hamon, avec la France Insoumise, avec le PCF. Et on peut y penser ce qu'on veut de la déclaration et du texte à la CPN, mais la réalité de la politique du NPA, elle est portée et elle est celle qu'exprime Olivier Besancenot de fait. Alors ça, c'est un premier point. Ensuite, bon, vous savez, pour faire bouger les boucs, il ne faut pas des grandes déclarations enflammées à la fête de lutte ouvrière, parce que ça on peut. Il faut des troupes, il faut des milliers de travailleurs, de gens mobilisés. Bon,
Alors, je ne sais pas si on est résigné, mais moi j'ai beaucoup lu les déclarations de Philippe Poutou, en particulier l'article qu'il a fait dans Le Monde diplomatique il n'y a pas longtemps, où sur une page entière, il y a la moitié de la page, c'est pour expliquer que les travailleurs avec qui il travaille à Ford étaient résignés, étaient fatalistes. Et moi je ne lui reproche pas. La résignation, il la constate, ni plus ni moins que nous. Par contre, ce qu'on a envie de lui reprocher, c'est les conclusions qu'il en tire. C'est que toute la suite de l'article et de la politique qu'il a défendue auprès des travailleurs, c'est de dire, du coup, il faut en appeler au pouvoir public. Il faut en appeler à Bruno Le Maire. Et on a pu le voir, effectivement, dire les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. Comme si les pouvoirs publics passaient pas leur temps à défendre les patrons en permanence et à justifier leur boulot, c'est de venir faire semblant, verser 3 larmes quand il y a un plan de licenciement. Le boulot des révolutionnaires dans cette situation, c'est précisément d'enlever les illusions importantes, nombreuses, qui existent quand les travailleurs dans cet état de résignation vis-à-vis des pouvoirs publics. Pas à l'inverse, pas de les conforter. Et il réitère avec la justice en expliquant que le summum du combat, c'est de se bagarrer sur un terrain juridique. Alors on peut mener des bagarres sur un terrain juridique et ça existe, faire défendre le droit des travailleurs, se mobiliser quand on veut le mettre en cause, c'est une chose. Bon, mais faire croire que la décision de justice va imposer à Ford de revenir, d'empêcher d'arrêter son licenciement, c'est de la blague. Bon, et ça, c'est une différence. Alors, parce que c'est là-dessus que je vais aller ensuite, on peut s'enflammer, dire des luttes, on peut moquer en disant nous on n'en voit jamais, mais je suis désolé, General Electric qui est cité, il y a surtout l'annonce d'un plan de licenciement qui donne un coup de matraque. L'éducation nationale, je pense qu'il y a un certain nombre de camarades et de la LCR, de l'UNPA pardon, et de lutte ouvrière qui militent, qui se bagarrent. Et c'est quoi la réalité des choses? Est-ce qu'il y a un mouvement qui est parti? Est-ce que c'est les directions syndicales qui l'empêchent? Bien sûr que non. Alors des luttes, il y en a beaucoup. Dans notre journal, chaque semaine, il y a des rubriques dans les entreprises, il y a des luttes défensives, des luttes contre des attaques moléculaires. Bon, c'est un fait. Et bien même dans ces luttes de défense, dans ces luttes qui ne sont pas des grands mouvements, eh bien c'est une occasion. Les révolutionnaires doivent les utiliser pour que le niveau de conscience des travailleurs augmente, pour que les travailleurs prennent confiance en eux. Et ça veut dire, ça peut être, y compris dans des luttes défensives, sans leur faire croire qu'ils sont en train de déclencher une grève générale. Gaël, toi-même, j'ai vu des vidéos, tu expliques, nous avons tenté d'entraîner d'autres postiers, d'élargir le mouvement, et vous n'y êtes pas arrivés. Mais c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est pas parce que vous êtes résignés, c'est... Bon, peut-être comment, dans la façon dont vous y êtes pris, je sais pas, mais c'est d'abord et avant tout parce qu'il n'y a pas une situation, parce que les travailleurs ils réagissent au moment où ils sont attaqués. Il y a eu des luttes pendant des semaines, des postiers de Rennes qui étaient séparés de celles que vous menez. Bon, et il suffit pas d'avoir un truc magique pour que ces luttes défensives deviennent la convergence des luttes ou une contre-offensive générale. Par contre, même dans ces petites luttes élémentaires, enfin ces petites luttes, c'est pas des petites luttes, c'est des gens qui sauvent leur peau, c'est des gens qui se défendent face à l'exploitation quotidienne, ordinaire. Bien, il y a une façon de défendre une politique qui élève le niveau de conscience, qui apprenne aux travailleurs justement, petite boîte ou grosse boîte ou pas, que tout c'est entre leurs mains les choses, que c'est eux seuls qui peuvent changer les choses et qu'il ne faut pas s'en remettre ni à des directions syndicales, ni à des ministres de l'économie, ni à des juges. Et c'est exactement l'inverse que vous faites. Je trouve que c'est pas sérieux de discuter comme ça d'une bagarre comme celle de Ford qui est menée depuis 2011. Voilà. C'est, tu vois, on pourrait... je vais pas le faire parce que j'ai un profond respect pour Jean-Pierre. On pourrait discuter entre militants révolutionnaires sur comment la bagarre à Aulnay a été menée, est-ce qu'il y a d'autres choses qui auraient pu être faites et autres. Mais résumer la... Non mais d'accord, discuter comme ça. Mais résumer la bagarre des copains de Ford depuis 2011 qui empêche la fermeture de l'usine, avec toutes les difficultés que ça implique. Et cette bagarre, elle n'est pas terminée. À réduire au truc de dire Philippe sera en train de, en gros, faire la quête auprès des juges
pour tenter que l'entreprise elle ferme pas, je trouve que c'est pas sérieux. Tu le sais, la bagarre qui a été menée depuis 2011, la réussite qu'ils ont obtenue contre la fermeture. Alors aujourd'hui, oui, cette bagarre elle est encore devant nous. Bon, et justement, le débat, Marc, c'est pas de savoir si nous, on est d'accord là-dessus. C'est pas nous qui pouvons déclencher la grève générale, c'est pas ça la discussion. Tu parles de reconstruction d'une conscience de classe, tu parles d'intervention dans le monde du travail, dans les entreprises. Mais ça se fait comment? Le bon, il se fait d'un coup? Il y a des luttes qui se passent aujourd'hui, des luttes partielles, difficiles, qui se confrontent aux directions syndicales. Et oui, elles empêchent, oui, elles donnent un obstacle, oui, il n'y a pas suffisamment de vapeur, ni suffisamment de capacité, de force subjective pour contourner, pour déborder. Mais la vapeur, elle existe, de manière partielle dans un certain nombre d'entreprises. La question qu'on vous soumet, c'est pas celle de dire on va déclencher la grève générale, c'est de regrouper ce que vous faites vous dans une boîte autour de vous, mais de le faire entre deux courants révolutionnaires, dans une phase dans laquelle la bourgeoisie et le patronat tapent comme des sourds. Pourquoi refuser de mettre en commun? Très franchement, je sais pas quelle vidéo t'as vu me concernant. Bon, mais tu fais de tes soirées ce que tu veux. Mais très franchement, comment dirais-je, on est un syndicat départemental qui mène une grève avec 20% des facteurs et des factrices en grève reconductible depuis 14 mois, avec des payes à 0 €. Avec des payes à 0 €. On plus 52% aux élections professionnelles avec un taux de participation à plus de 86%. Si tu veux, on peut discuter de ce que font vos potes à Paris. Au même moment. Et la moyenne entre deux départements qui sont même pas à 1 kilomètre de restructuration et de suppression d'emplois. Chez nous, c'est 7 ans et demi, 8 ans. Chez vous, c'est 2 ans. Ok? Donc on va pas discuter comme ça. Et pas discuter comme ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qu'on a face à nous, eux, ils sont unis. On a des divergences. Mais ces divergences, il faut qu'on les discute au travers du terrain de la lutte des classes. Et lorsqu'on vous fait cette proposition-là, c'est une vraie proposition. Et vous ne pouvez pas juste la rabattre d'un revers de main. Parce que de fait, camarades, quand un as, à Gare du Nord, il défend une politique, vos copains, ils sont obligés d'écouter. Et ils sont obligés aussi de discuter avec les camarades. Lorsque nous, on pose une politique au niveau de la Poste, vous êtes aussi obligés de la discuter. Soit pour dire que, par exemple, travailler matin, après-midi pour le même salaire, c'est pas grave et c'est corpo et puis ça peut arranger du monde. Surtout que ça supprime en plus des emplois, comme vous l'avez dit par exemple hier au débat. Bon. Mais la discussion, tu vas me dire, Olivier est intervenu. Bon, c'est évident que quand Olivier intervient, ça donne un petit peu un quai de boussole, tu vois. Bon. Mais on dirait que ça te dérange en fait que la position du NPA, ça soit pas la position d'Olivier. Je sais pas, t'as l'air emmerdé. Tu dis merde, mince, il y a un truc, il y a un grain de sable dans le rouage. Bah ouais, tu dis merde, c'est emmerdant. C'est emmerdant qu'en fait la position qui soit celle effectivement de la direction nationale du NPA et qui est retranscrite dans des entreprises, qui est retranscrite dans des lieux d'études, qui est retranscrite dans des quartiers, ça soit pas celle de dire qu'il faut une coordination permanente de la gauche des luttes qui va de génération à je ne sais qui. Mais par contre, il y a une divergence que tu veux pas discuter avec notre courant historiquement, qui est la question du front unique. Parce que nous, on est pour faire un front unique sur une question, et sur la question des retraites, par exemple. Et on n'est pas pour penser aujourd'hui qu'on pourra le faire que entre révolutionnaires, et en attendant qu'un jour le prince arrive et que la classe ouvrière se mette en branle et défonce tout. On pense qu'aujourd'hui, oui, il faut regrouper, y compris avec des collectifs, en disant 37,5 de cotisation, taux plein, départ à 60 ans, pas de décote, et une retraite par répartition. Et aujourd'hui, sur ce terrain, qui est le terrain du trotskisme, du communisme révolutionnaire et du front unique, et ben sur une question, il faudrait qu'on tape ensemble et comme des sourds et qu'on le propose à l'ensemble du mouvement ouvrier traditionnel. Moi, je trouve que ça illustre assez bien notre divergence. Ce que tu viens de dire à l'instant, donc je partirai de ça. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se regroupe pour proposer quelque chose au mouvement ouvrier traditionnel. Bah non, on n'est pas d'accord, on va pas proposer la même chose.
on milite pas de la même façon. Là, je vais pas rentrer dans le détail si les camarades ça les intéresse de discuter de ce qui se passe à la Poste ou pas. Il y a des camarades qui pourront rencontrer pour ça, etc. Mais on ne milite pas de la même façon. On n'a pas la même conception de l'intervention dans les syndicats. Vous menez, présentez des motions au Congrès, etc. Enfin, j'ai entendu quelqu'un en parler, c'est Daniela. Essayez de faire changer le bouc là qui donne pas de lait, etc. En parlant des bureaucraties syndicales. Et ben nous, quand il n'y a pas les travailleurs, on se retrouve face à des bureaucrates syndicaux. Et notre problème, et ben c'est de pas croire qu'on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose quand il y a des travailleurs qui se mobilisent. Pour nous, la guerre, n'importe quelle bagarre, elle commence quand il y a des travailleurs qui veulent se battre. À partir de là, oui, pour nous, il y a une bagarre à mener, il y a une politique à leur proposer. Forcément, ça peut être pour un débrayage, ça peut être pour une grève, ça peut être pour la grève générale, pour de tout ce qu'on veut, à tous les niveaux. À partir du moment où des travailleurs veulent se battre, se mobilisent, eh ben oui, on a une politique à leur proposer. Et on ne peut pas faire sans. Alors là, nous là-dessus, on n'a pas la même conception, on n'intervient pas de la même façon. Et à quoi ça sert qu'on se voit? Bah tu vois, on se voit quand même, on discute, et puis on suit les politiques que chacun mène. Mais il s'agit pas de se mettre ensemble pour mener une politique commune, ça, ce n'est pas possible. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est une vieille histoire. Avec la LCR, on avait les mêmes divergences. Il fallait construire des collectifs anti-ceci, anti-cela, des tas de comités où il n'y avait pas les travailleurs, mais il fallait se retrouver dans des collectifs comme ça, parce que c'était comme ça qu'on intervenait. Et nous, on répondait non, on fera pas ce genre de collectif, on fera pas ce genre de choses, parce que ça organise des militants, des gens qui se convaincront pas, et qui perdront du temps. Nous, on veut organiser des travailleurs qui veulent se battre, pas simplement des travailleurs qui veulent militer pour le communisme. Ça aussi, c'est un des problèmes. Il faut implanter les idées communistes dans la classe ouvrière, il faut le faire. Et c'est pour ça qu'on a une intervention particulière quand même aussi là-dessus, que c'est une préoccupation. Et c'est pour ça que la campagne politique aussi, on la mène en tant que militant communiste. Mais même là, pendant la campagne européenne, on a fait une propagande générale sur le communisme. On s'est dit, en tant que militant communiste, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui aux travailleurs? Et on a mis en avant l'interdiction des licenciements sans baisse de salaire. Et on a mis le contrôle par les travailleurs des comptes des entreprises. C'est un programme de lutte pour les travailleurs. C'est pas de la propagande générale, mais c'est pas de la propagande pour une période où les travailleurs se battent pas. C'est de la propagande pour une période où les travailleurs se battent, parce que tant que les travailleurs se battent pas, eh ben on prépare ces périodes-là de différentes façons, dans des luttes, dans des débrayages, mais en ne perdant pas de vue cela. Alors, et je terminerai là-dessus. Il reste 2 minutes. Eh bien, le camarade, on va pas discuter. Oui, on discute de ce que fait Poutou. On pourra même discuter ensuite de ce que c'est, enfin là, pas là, comme ça, mais de la grève, des interventions des uns et des autres. Tu dis, on pourrait discuter de ce que la grève donnait. Tout à fait. Comment des militants révolutionnaires, pas des syndicalistes, des militants révolutionnaires, ils interviennent quand il y a des travailleurs qui se mobilisent ou quand le problème de mobiliser les travailleurs se pose. On peut ne pas arriver à les mobiliser, mais quelle politique on met en avant? Et bah, comme on n'est pas des syndicalistes, on pense qu'on a une politique particulière à mettre en avant. Et désolé, la politique qu'a mis en avant Poutou, et bah, c'est pas celle d'un militant révolutionnaire à ce moment-là. C'est pas quand on dit, voilà, ce qui compte, c'est trouver un repreneur. Voilà, et c'est même bien ce qu'a dit Macron là-dessus, ou c'est bien ce qu'a dit Le Maire. Tout ça, c'est pas le langage d'un militant révolutionnaire. Voilà ce que nous, on avait à dire là-dessus. C'est pas pour dire qu'il est arrivé à quelque chose ou pas. Ça, quand les travailleurs se battent pas, on sait que c'est très dur et qu'on même, en fait, on n'arrive à rien. Voilà, tout simplement. Mais par contre, ce qu'on dit, ça dépend que de nous. Ça, c'est notre politique. Ça, on en est comptable. Et en tant que militant révolutionnaire, on a une politique particulière là aussi pour faire progresser la conscience des travailleurs, leur apprendre à s'organiser indépendamment des bureaucraties syndicales et même quand il le faut, contre les bureaucraties syndicales. Voilà quelle est notre politique à nous, voilà de quoi on peut discuter, pas pour se rencontrer, on mènera pas la même politique. Encore une fois, j'ai commencé par là parce que je crois qu'on le sait, on ne se convaincra pas, on suit ce que font les uns et les autres, parce que à un moment donné, eh ben ça sera très important quand il y aura vraiment des travailleurs, des luttes, des travailleurs en lutte, eh bien, là, ça se verra encore plus par des politiques différentes et on continuera d'en discuter avec tous ceux qui veulent construire un parti révolutionnaire prolétarien dans ce pays. Parce que c'est quand même encore en fonction de ça, et c'est, je pense, ça qui nous amène à discuter ensemble, c'est quand même qu'on est capable, encore aujourd'hui, de dire qu'il y a une nécessité, c'est construire un parti révolutionnaire dans ce pays. Bon, les camarades, moi je ne vais pas en fait rebondir sur l'affaire de Ford. Gaël a déjà répondu, mais je pense qu'en termes de langage révolutionnaire,
vendre sa peau le plus cher possible, c'était pas non plus le langage le plus révolutionnaire en fait qui soit. Mais on va pas rentrer dans cette polémique, moi je veux discuter sur d'autres choses. Je vais discuter encore sur la question en fait des directions syndicales, parce que les camarades nous reviennent avec l'image du bouc, etc., etc. Et ils expliquent en fait que nous, ce qu'on fait, c'est quémander aux directions syndicales en fait d'avoir une autre politique, etc., etc. Le problème, les camarades, c'est que nous, on ne commande rien. Mais le problème, c'est que quand on s'habille avec un gilet rouge pour le coup de la CGT, si on n'explique pas les désaccords que nous avons avec la politique qui est menée par les directions de cette organisation, qu'on le veuille ou non, nous finissons en fait par être une caution. Et on le voit bien, je vous donne en fait un exemple très concret. Les camarades de lutte ouvrière prennent le soin d'expliquer, de dire haut et fort à la télé qu'ils ne sont pas gilets jaunes, mais qu'ils sont communistes révolutionnaires. Comme s'il y avait une contradiction, une opposition entre la stratégie que l'on porte et un mouvement réel dans lequel on peut intervenir. Mais est-ce que vous entendez les camarades de lutte ouvrière expliquer qu'ils ne sont pas à la CGT de Martinez parce qu'ils sont communistes révolutionnaires? Ça, on ne l'entend jamais. Les camarades, souvent, en fait, ils nous expliquent, et là, c'est à nouveau, en fait, un peu le ton de l'intervention de Marc, que globalement, les travailleurs ne se battent pas, que les travailleurs ne veulent pas se battre, et que cela justifie que dans la période actuelle, l'essentiel des tâches auxquelles doivent se consacrer les révolutionnaires, en fait, c'est des tâches de propagande. Parfois, ils nous expliquent aussi qu'ils aimeraient pouvoir faire plus, mais qu'ils ne sont pas encore en parti, qu'ils sont une petite organisation, et donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas, par exemple, essayer de lutter pour l'orientation du mouvement des Gilets jaunes. Peut-être les camarades que vous n'êtes pas en partie dans le sens strict du terme, mais y compris parce que l'extrême gauche révolutionnaire dans ce pays est en crise, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, vous êtes l'organisation la plus importante de l'extrême gauche, celle qui compte le plus de militants, celle qui est capable en fait de mettre en branle une énorme force militante sans laquelle cette fête très jolie et très sympathique n'aurait jamais lieu. Moi, la question que je voudrais en fait poser sincèrement aux camarades de lutte ouvrière, c'est si vous dites, et Marc disait que c'était le seul point d'accord que nous avions, que la prochaine période va être marquée par des grandes explosions sociales, est-ce que vous ne pensez pas que lutte ouvrière aurait une petite responsabilité de faire un peu plus que de la propagande, y compris les camarades, parce que si vous aspirez à construire, et je pense que nous le partageons, un véritable parti révolutionnaire qui soit capable de diriger des millions de travailleurs, il faut savoir que les travailleurs ne croient pas aux gens sur parole. Et ils ont bien raison. Les travailleurs, ils suivent une organisation révolutionnaire, non seulement par rapport aux idées qu'elle prône, mais aussi par rapport aux exemples qu'elle est capable de donner dans la lutte de classe, de la détermination qu'elle est capable de montrer dans l'action. Et de ce point de vue-là, parfois, des luttes isolées, des luttes partielles qui ne changent pas le faciès général de la situation peuvent faire une sorte de propagande par les faits. Moi, j'ai vécu il y a quelques années une petite grève partielle, la grève des salariés d'Honnête, entreprise de nettoyage des gares parisiennes de la SNCF. Une grève en fait menée de façon auto-organisée, reconductible, avec des piquets de grève, pendant en fait 45 jours et qui a fini sur une victoire éclatante, là en fait où tout le monde pensait qu'ils avaient tout pour perdre. Je pense qu'une victoire comme ça, une lutte dans laquelle l'ensemble d'un courant politique, de plusieurs courants politiques, de l'extrême gauche met toute son énergie pour la faire gagner, elle fait une énorme propagande. Elle crée énormément de confiance dans des nombreux travailleurs précaires qui dans d'autres villes ont pu regarder et ont pu voir en fait que c'était possible de gagner. Que la victoire en fait n'était pas quelque chose d'impossible. Et donc c'est de ce point de vue que nous pensons en fait que tout en gardant notre programme communiste révolutionnaire, moi je fais partie, tu sais Jean-Marc, dans un courant dans le NPA, puisqu'on me parlait du temps, c'est le courant communiste révolutionnaire. Donc il n'y a pas de discussion entre nous en fait là-dessus. Tout en gardant notre programme pour communiste révolutionnaire, notre devoir en tant que révolutionnaire est d'être là où des travailleurs sont en lutte, sont en train de se politiser et de se radicaliser. Et quoi qu'on en dise, dans le mouvement des Gilets jaunes, même s'ils n'agissent pas avec les méthodes de la classe ouvrière, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a des milliers et des milliers de travailleurs qui se politisent et qui se radicalisent. Et c'est le devoir des révolutionnaires d'être à l'intérieur de ce mouvement-là pour disputer leur conscience et ne pas leur offrir sur un plateau à des idées réactionnaires et d'extrême droite.
Premier point, oui, pour nous, il n'y a pas de raccourci et de baguette magique quant au déclenchement artificiel d'un mouvement, quel qu'il soit, et d'un mouvement profond, a fortiori. La conviction qu'on a, en effet, parce que c'est l'expérience du passé, c'est que tous les grands mouvements de masse, tous les mouvements révolutionnaires, qui n'étaient pas forcément au départ, n'ont jamais été déclenchés ni par les appareils réformistes syndicaux, ni par les révolutionnaires. Ils ont éclaté, ils ont explosé, et c'est à partir du moment où il y a cette vapeur, où il y a cette mobilisation de millions de personnes. Encore une fois, il ne faut pas confondre les milliers et les millions. C'est vrai pour les banquiers, alors apparemment, mais c'est vrai aussi pour les révolutionnaires. Entre un mouvement qui met en branle un pays entier et un mouvement qui met en branle une certaine catégorie. Ça, c'est un premier point. Alors, est-ce à dire qu'en attendant, le boulot des révolutionnaires, c'est de se contenter, comme vous le dites avec une nuance de mépris, de faire de la propagande? Alors d'abord, la propagande, c'est pas méprisable du tout. Il y a tout un boulot de propagande qui est vital et fondamental. Mais apparemment, on n'a pas non plus la même conception de ce qu'est la propagande. Parce que oui, nous y militons, comme vous, dans les organisations syndicales, malgré tout le mal qu'on en pense. La différence, c'est que nous, on y milite en visant à nous adresser et à être aux côtés de nos camarades de boulot, dans les ateliers, dans les bureaux, et pas en leur faisant croire qu'il y a moyen de faire bouger en haut la ligne générale de ces organisations syndicales. La propagande, en effet, c'est pas que des mots et du papier. La propagande, c'est aussi, effectivement, comment on réagit collectivement dans son atelier, dans son bureau, dans son entreprise, contre une sanction aussi élémentaire que face à l'insulte d'un chef, comment on réagit face à un licenciement, parfois quand il y a une colère sur les salaires, etc. Avec tout, la différence entre une politique révolutionnaire et une politique de la phrase, c'est que pour nous les révolutionnaires, tous ces mouvements du plus moléculaire au plus important, c'est des écoles de guerre pour les travailleurs. C'est une occasion pour eux d'apprendre qu'ils peuvent compter sur eux-mêmes, qui sont leurs faux amis, qui sont leurs vrais ennemis, que tout ça, il faut le briser. Alors, parfois, effectivement, c'est moléculaire, et c'est tellement moléculaire que ça paraît méprisable. Et bien parfois on apprend, tu as cité une grève, la grève de net dont tu parlais, ben oui, c'est effectivement, on est d'accord avec ça. À travers une multitude de grèves, des travailleurs ont appris, mais ils apprennent bien plus de la façon dont ils l'amènent, s'ils apprennent à la diriger eux-mêmes, à en décider leurs revendications, la façon dont ils l'amènent, que les objectifs eux-mêmes. C'est ça qui est le plus important. Alors pour pouvoir y parvenir, en effet, nous on est convaincus, et ça, bon, tu as beaucoup cité Lénine, Rosa Luxembourg, etc., nous moins, mais il y a une chose que Lénine, il a laissé dans l'héritage du mouvement ouvrier, c'est que pour que les travailleurs ils puissent prendre le pouvoir, et le seul endroit où ils ont réussi à le faire de façon quand même un peu sérieuse, c'est en Russie en 1917, il fallait un parti communiste révolutionnaire, et que ce parti n'est pas tout seul. J'ai entendu une interview d'Olivier Besancenot, parce que c'est lui qui, vis-à-vis du grand public, incarne le NPA, nous expliquait qu'un parti c'était une hypothèse, je sais plus comment il formulait ça, une hypothèse stratégique, à savoir qu'on pourrait s'en passer, que les travailleurs, ils n'ont pas forcément besoin d'un parti pour se défendre. C'est vrai, ils n'ont pas non toujours besoin d'un parti pour rentrer en lutte. Les Gilets jaunes n'ont pas eu besoin d'un parti, c'est incontestable. En 1905, il n'y a pas eu besoin d'un parti pour démarrer la grève. En février 1917, il n'y a pas eu besoin d'un parti. Mais pour être capable de prendre le pouvoir, et qui est octobre 17, il a fallu un parti. Et ce parti, il a été forgé pendant les décennies qui ont précédé, parfois dans des grands mouvements révolutionnaires comme 1905, mais parfois en tôle, parfois planqué, parfois clandestinement, parfois en se battant simplement contre une remarque antisémite d'un travailleur. Et c'est l'ensemble qui a constitué l'accumulation d'un capital politique. Et c'est ce capital politique qu'on entend, primo, comprendre, transmettre, faire grossir, faire fructifier. Et le constat, la différence, c'est que on n'a pas du tout la même conception en la matière. Tu sais, tu peux répéter, asséner qu'en fait on n'est pas d'accord sur la nécessité de construire un parti révolutionnaire, c'est pas pour autant que c'est plus vrai. Ce que tu peux pas nier, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a deux courants qui sont issus du trotskisme, et c'est une différence par rapport à d'autres pays européens.
par rapport à d'autres pays européens. Vous avez évolué, même vous avez évolué. Et même vous avez généré des scissions, des départs qui parfois se retrouvent dans d'autres organisations. Bon. Donc juste quand même, ça tu peux pas le nier. C'est-à-dire que tu vois tout ce que tu as dit à la fin sur la nécessité de s'implanter, je sais pas dans quel où tu taffes, mais de s'implanter dans des boîtes. Quand tu vois aujourd'hui les camarades de nouvelle génération qui sont cheminots, qui sont à la poste, qui s'implantent dans l'automobile. Enfin, très franchement. Je sais pas, notre candidat au présidentiel, il bossait dans l'automobile, notre candidat au présidentiel avant Philippe, il bossait à la Poste. Tu vois bien que c'est, tu vois, tu peux faire la claque pour te rassurer, mais c'est pas ça nos divergences, tu vois, c'est pas ça nos divergences. Et par contre, il y a quelque chose sur lequel tu refuses de répondre. C'est aujourd'hui, alors que la bourgeoisie tape comme un sourd, comme des sourds, tu refuses, pas Marc. Nous, on vous propose pas de discuter d'un parti ensemble, en commun. On est en train de dire unité d'action dans les luttes, dans les tôles. On est en train de dire justement ce que tu proposais. Tu te rends bien compte que c'est pas dans cette configuration qu'on va pouvoir aller au menu de ce qu'on pense de la bagarre que vous avez menée à Aulnay. Qu'on pense, s'il te plaît, il y a un Larsen sur la droite, je crois que la prochaine fois c'est lui qu'il faudra faire intervenir, de ce qu'on pense de aujourd'hui, ce qui est la bagarre à la Poste, de ce que nous on pense, vous dirigez quasiment toutes les sections locales à Paris, à la Poste, de la CGT. Bon, ça sert à quoi? Tu vois, je veux dire, tu vois bien que ça veut dire une rencontre dans laquelle on précise, on regarde le nombre de camarades qu'on a, les problèmes qui se posent. Ça, faut bien le faire, on va pas le faire dans la fête ici, où il y a un aspect qui est un aspect un peu superficiel dans nos échanges et dans nos discussions. C'est de ça dont on vous parle. On vous parle de vous proposer d'ici la fin juin, de dire une rencontre ouvrière à un moment donné où on regarde quel est le plan d'attaque qui est mené par Macron au service des Bettencourt, des Arnaud, des Total, et on discute ensemble, pas de déclencher, de comment on résiste, de comment on combat. Enfin, ce que tu m'expliques là sur comme la grosse différence qu'il y a entre nous sur le fait de se bagarrer dans un service contre la détermination d'un chef et l'autre. Je te continue à regarder les vidéos, tu verras comment on fait. Bon, très franchement, 14 mois, des collègues qui sont partis contre mon licenciement. Tu crois qu'on se bat pas au quotidien contre et qu'on sait pas ce que ça veut dire en termes d'accumulation d'expérience? Tu veux vraiment marquer le curseur et la divergence là-dessus? Et tu veux convaincre qui dans une tôle de ça? Tes copains de tôle, ils vont pas sur ce terrain-là. Ils peuvent pas aller sur ce terrain-là. Pareil, lorsque tu dis, pour les européennes, on a des désaccords, nous on veut pas utiliser le terme rupture pour les européennes. Et là je me suis dit, merde, les européennes ça a commencé en 2019. L'Europe ça n'existait pas avant. 99 c'était pas un problème pour se présenter aux élections ensemble. On avait déjà cette divergence entre nous. 2004 ça n'a pas été un problème pour se présenter aux régionales ensemble. Donc il y a d'autres considérants les camarades, il y a d'autres considérants. Vous avez, et ça c'est une réelle divergence avec nous, une appréciation de la situation politique où ce qui domine, c'est la domination de la bourgeoisie et l'incapacité du monde du travail et de la jeunesse de pouvoir faire irruption dans tout ça. Nous, on vous dit la situation politique, aujourd'hui, elle est instable. La bourgeoisie et le patronat n'arrivent pas à maintenir au niveau international sa domination. Et il y a des difficultés. Et on est face à des explosions sociales qui auront un impact, y compris sur lutte ouvrière, en termes d'explosion, de recomposition et de regroupement. Parce que personne n'évite, lorsqu'on est implanté dans des tôles et dans la lutte de classe, quel impact. Et le mouvement des Gilets jaunes a eu cet impact-là aujourd'hui autour de nous. Dans les 40 secondes qui me restent, il y a toute une série de camarades qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui sont ici, qui participent au comité de soutien de notre grève. Moi, je veux leur dire, cette fête, c'est très important. Le fait qu'il y ait des courants trotskistes en France implantés, comme c'est le cas pour lutte ouvrière et la tradition dont nous on vient, c'est un élément essentiel. Ça crée une différence totale avec des pays européens où il n'y a pas cette tradition de courant communiste révolutionnaire. Dans l'État espagnol, en Italie, au Portugal. Et même si ça peut paraître un petit peu rugueux, même si en réalité c'est superficiel, ça se fera avec les camarades de lutte ouvrière, qui parfois eux-mêmes se caricaturent sur ce que sont leurs positions, sur ce qu'ils défendent dans les entreprises, sur ce qu'ils défendent sur le terrain, y compris des oppressions, de la question de l'immigration et la question des migrants. La question du fait de dire qu'aujourd'hui on est les courants d'un futur parti, et c'est pas juste votre possession, c'est un problème politique qui est pour demain. On l'a pas abandonné, le NPA l'a pas abandonné, et sinon il serait aujourd'hui dans d'autres organisations que celle d'une organisation indépendante de l'État, de la bourgeoisie,
des réformistes syndicaux et politiques. Vous le savez, et c'est pour ça qu'on reviendra l'année prochaine. La discussion n'est pas close, mais le débat est terminé pour ce soir. Merci. Debout les forçats de la faim, jamais fondaments sont à terre, c'est l'éruption de la fin, du passé faisons table rase, foule esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale pour nous et demain.